Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord est l'un des 35 quartiers de la ville de Québec et l'un des 6 qui sont situés dans le secteur de Charlesbourg. Il s'agit du quartier le plus au nord de l'arrondissement. Il est traversé par l'autoroute 73 ainsi que la rivière Jaune. Le quartier Notre-Dame-des-Laurentides comprend toute la section de l'arrondissement située au nord de la Faune. C'est un vaste quartier qui comprend plusieurs collines boisées et quelques lacs. Le territoire représente exactement la moitié de la superficie totale de l'arrondissement de Charlesbourg, soit près de 37 km² et compte désormais plus de 13 000 habitants. Est-ce que Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord sera un toit pour moi? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller découvrir une banlieue à proximité de la ville de Québec. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord et c'est un très vaste territoire. C'est délimité par la rue de la Faune, je vous dirais jusqu'au chemin de la Grande Ligne à Lac-Saint-Charles. Alors, c'est quand même assez vaste. Évidemment, j'y vais aujourd'hui avec un œil de potentiel futur acheteur de maison. Selon mes recherches, les propriétés en vente en ce moment et le coût moyen des propriétés qu'on retrouve dans ce secteur ressemble à 255 000 $. Évidemment, je vais aller me faire confirmer le tout par mon ami et courtier immobilier P.O. Veer. Je vais en apprendre davantage sur la région pour peut-être finalement y trouver un toit pour moi. La dernière fois, on s'est retrouvés à Lac-Beauport, un sublime endroit de villégiature où on a découvert cette belle région. Et voilà qu'on se retrouve dans une deuxième municipalité, Charlesbourg-Nord, Notre-Dame-des-Laurentides. Parle-moi un peu de ce secteur qui est de plus en plus prisé par les futurs acheteurs de maisons. Oui, c'est un quartier que j'adore parce que moi, j'ai grandi à Charlesbourg. J'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence et tout ici à Charlesbourg. C'est un quartier qui est en train de se revigorer. C'est ça, c'est un quartier des années 60, 70. Puis toutes ces personnes-là un petit peu plus vieilles sont en train de faire place à des nouvelles familles. J'ai joué dans toutes ces forêts qui étaient là ici, qui sont maintenant des quartiers résidentiels. C'est un quartier super. L'offre d'espace vert dans Notre-Dame-des-Laurentides est quand même assez vaste. D'ailleurs, on se trouve à la ligne de fin là, finalement de Notre-Dame-des-Laurentides. On est dans le parc du Moulin. Et parle-moi un peu des autres espaces verts et des attraits touristiques qu'on trouve autour. On est dans l'ancien zoo que tout le monde connaît. Puis des parcs, bien, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs écoles. Dans la Couronne Nord, ici, il y a 2 écoles primaires. Il y a une école secondaire, le Sommet. Il y a plusieurs CPE. Bref, des parcs puis des activités, il y en a des tonnes. On a quand même 2 clubs de golf dans le Royal Charlesbourg, le club de golf de la Faune. Fait que des activités, on est gâtés ici. Et là, on entend de la construction en arrière de nous parce qu'on est en train de bâtir une nouvelle école secondaire. Donc, évidemment, si les familles sont à la recherche d'un quartier en pleine effervescence, je pense que Lac-Saint-Charles, Notre-Dame-des-Laurentides, c'est le lieu à être. D'ailleurs, qu'est-ce qui donnerait l'envie à une famille, un premier propriétaire ou quelqu'un qui est à la recherche d'une nouvelle maison de s'installer ici même? La première chose qu'un premier acheteur regarde, c'est l'emplacement. Ensuite, c'est le prix. Ce qui est le fun ici à Charlesbourg, c'est que les prix sont encore accessibles. On est super bien situé le long des autoroutes. Puis en plus, bien, les prix sont abordables. Comme je disais tantôt, c'est des personnes âgées qui vivaient ici. Maintenant, ils font place à des nouvelles familles qui s'installent, fait que les prix sont abordables. Donc, pour une maison unifamiliale, là, le prix moyen dans la dernière année, c'est 290 000. Okay, ça a quand même augmenté avec la pandémie parce qu'avant, on était plus autour de 250 000, mais ça reste quand même un secteur qui est très abordable pour les jeunes familles. Absolument, parce qu'on se trouve dans un secteur qui est quand même un peu retiré de la ville. Si on a envie d'espace vert, si on a envie de qualité de vie, 36 km² qui s'étend de la Faune jusqu'à Lac-Saint-Charles. Tu vas me faire découvrir ce bel endroit d'un œil d'un potentiel futur acheteur. Qu'est-ce que tu vas me faire visiter aujourd'hui, P.O.? Aujourd'hui, on visite 2 condos et une maison. L'offre entre condo et maison est pratiquement la même. Le prix moyen pour des condos, c'est 175 000. Alors, on va visiter 2 condos puis une maison de construction récente d'un nouveau quartier à Charlesbourg. Je vais également te faire rencontrer un expert, un arpenteur, Hugues Lefrançois de VRSB. La raison pourquoi on visite des condos, c'est que Charlesbourg, bien, oui, comme je disais, c'était des personnes âgées. Puis les personnes âgées, c'est pas parce qu'ils vendent leur maison qu'ils veulent changer d'emplacement. Fait qu'il y a plusieurs condos qui se sont bâtis dans les dernières années quand même à Charlesbourg. La population est relativement vieillissante, mais les gens qui viennent s'installer ici ont en moyenne 38
habitants, c'est des nouvelles familles. Et petit fait intéressant avant d'aller visiter nos maisons et nos condos, 84 des résidents de Notre-Dame-des-Laurentides et Charles-le-Bourgneuf sont propriétaires. Absolument. Puis peut-être que cette année, ça sera ton tour, toi aussi, de trouver un toit pour toi. Peut-être. Et d'ailleurs, je pense, PO, c'est le temps d'aller visiter ces maisons et surtout d'aller se réchauffer parce que c'est pas chaud un matin. Oui, allons-y. Fait qu'on y va. On se trouve à la limite de Notre-Dame-des-Laurentides, Charles-le-Bourgneuf. C'est une propriété qui est très accessible via l'autoroute 73. Si vous êtes des amateurs de bien-être, que vous avez envie d'être collé sur la banlieue, mais quand même à proximité de tous les services, bien, je pense que ce condo-là que je m'apprête à visiter avec PO sera vous plaire. Fait que suivez-moi, on y va. Bienvenue, Mégane. Aujourd'hui, on est dans un condo, on est au chaud. Tantôt, on était à moins 42. Le petit café à la main, on va être pas mal mieux en dedans. Pas mal mieux, oui. Fait qu'aujourd'hui, je te fais découvrir les copropriétés. On commence avec une plus petite copropriété. En voyant les images extérieures, tu as vu, il y a seulement 4 unités dans ce bloc de condo-là ici. Tantôt, on va voir une copropriété qui est beaucoup plus grosse. Fait que c'est deux mondes complètement différents en copropriété. Alors ici, c'est un condo de 2 chambres avec bureau, ce qui est de plus recherché par les acheteurs de copropriété. Surtout en cette période de télétravail, d'ailleurs. Absolument. Ça prend ça. Les bureaux, on la cote pas mal ces temps-ci. Il faut savoir qu'avec l'augmentation des prix des maisons, bien, il y a plusieurs premiers acheteurs qui se retournent vers le condo. Et les personnes un petit peu plus âgées, bien, les condos, c'est l'élément clé pour avoir le moins d'entretien possible à faire. Parle-moi un peu de la différence condo-maison. Pourquoi est-ce qu'on décide de s'installer dans un condo plutôt que de s'acheter une première propriété? Là? Une première propriété, bien, c'est sûr, c'est beaucoup plus d'entretien. On peut penser ça prend une tondeuse, il faut tondre le gazon, ou sinon, bien, on le donne à contrat. Bref, ça vient avec beaucoup d'entretien, beaucoup de menus travaux à faire à chaque année pour garder la propriété en bon état. Puis un condo, bien, c'est un petit peu l'inverse. Oui, il y a des frais de copropriété. On a quelqu'un qui fait le gazon pour nous, quelqu'un qui s'occupe du déneigement, moyennant un certain frais par mois, qui, en maison, bien, c'est la même chose. C'est juste que ça s'appelle pas des frais de copropriété, on le paye par nous-mêmes ou on le fait par nous-mêmes. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut regarder à premier abord là, quand on décide de s'installer dans un condo comme ici? Copropriété, ça le dit, c'est qu'on est copropriétaire d'un bâtiment avec d'autres personnes. Donc, c'est qui vit dans cette copropriété-là? C'est pour ça que c'est différent des petites copropriétés que des grosses copropriétés. Il faut quasiment aller cogner à leur porte pour s'informer qui sont ces gens qui, finalement, partagent ces frais et qui partagent l'espace de vie commun avec nous. C'est ça. Puis il y a des bonnes façons, sans nécessairement aller cogner aux portes de le voir, c'est qu'à chaque année, en copropriété, bien, il faut faire une assemblée générale. Il y a des procès-verbaux qui relatent tout ce qui s'est passé dans cette assemblée générale-là. On fait des états financiers, des budgets. Donc, quand on fait une offre d'achat sur un condo, bien, dans les conditions de l'offre, on peut vérifier ces documents-là des années antérieures. Tout est relaté dans ces documents-là, fait que ça nous permet d'avoir une bonne idée dans quoi on s'embarque. Mais surtout, le plus important, c'est le budget et les états financiers. Parce que si on achète une copropriété, exemple, d'une vingtaine d'années, bien, 20 ans, la toiture doit être sur le bord d'être à changer prochainement. Donc, s'il n'y a pas d'argent dans la copropriété, bien, forcément, les propriétaires vont devoir payer de leur poche pour la remplacer. Qui souhaite s'installer ici et à qui s'adresse ce marché-là? Il y a 3 types d'acheteurs pour des copropriétés. Il y a les premiers acheteurs qui n'ont pas nécessairement le budget pour s'acheter une première maison. Donc, ils s'achètent des condos. Ensuite de ça, bien, il y a des gens qui sont pas tout le temps à la maison. Quelqu'un qui travaille, exemple, sur des runs 6 mois à l'extérieur ou qui est tout le temps parti, bien, ça fait son affaire d'avoir un pied à terre à Québec. On met la clé dans la porte, puis il n'y a pas de problème. Puis il y a des gens autour pour surveiller la propriété puis s'occuper des travaux et tout. Puis ensuite, bien, il y a des personnes un petit peu plus âgées, mettons, qui ne veulent plus d'entretien de la maison. Super beau quartier qui est vraiment accessible pour tous, qu'on soit des premiers acheteurs, qu'on ait notre petite famille ou encore qu'on ait envie d'un espace un peu plus relax. PO, on a fait un super survol de ce que c'est les petites copropriétés pour monsieur, madame, tout le monde. Où est-ce que tu m'amènes maintenant? On s'en va dans une plus grosse copropriété, des immeubles en hauteur qu'on voit le long de l'autoroute, le domaine du golfe La Faune. Donc, on y va à l'instant. C'est juste au bout de la rue, d'ailleurs. Let's go, on y va, on finit notre café, puis on est sur notre départ. Cheers!
On est devant la deuxième propriété qu'on va visiter aujourd'hui, le domaine de la Faune. Plusieurs édifices à condos forment finalement ce domaine qui se trouve à proximité de l'autoroute 73. Oui, c'est un domaine, c'est le cas de le dire que c'est un domaine parce qu'ici, on a un hôtel, on a un restaurant, les complexes ont des piscines extérieures, on est à proximité du golfe, on est collé sur l'ancien zoo. Il y a de la verdure partout ici. Le condo qu'on va visiter est situé au 4e étage. Wow. C'est une construction 2013 de 1210 pieds carrés. Il y a 2 chambres, un bureau, un garde-manger, une salle de bain à faire rêver. Puis la cuisine est de toute beauté. Je suis certain que tu vas adorer. Je te suis? On y va? On y va? On se trouve aujourd'hui dans une offre de propriété qui est en copropriété. Parle-moi un peu du condo dans lequel on se trouve. Ici, on est au domaine La Faune. Pour situer les gens, quand on monte l'autoroute Laurentienne, ben c'est sur la droite, à côté du golfe de La Faune. C'est un des rares bâtiments de condos en hauteur, là, qui a 6-7 étages. D'habitude, les copropriétés dans Charlebourg, c'est des plus petites unités, comme on a visité la dernière. Fait qu'ici, c'est très recherché par les gens, parce que qui dit plus grosse copropriété dit plus de services. Ici, les gens ont accès à des stationnements intérieurs, à une piscine. Donc, c'est des condos qui sont très en demande. Est-ce que le nombre de services dans une copropriété vient influencer le prix de vente d'un condo comme dans celui qu'on se trouve aujourd'hui? Oui, absolument. Ce qui influence le prix d'un condo, a priori, c'est l'emplacement. C'est toujours ça. Si on est, exemple, à Sainte-Foy sur le bord du fleuve, c'est plus cher que si on est dans le bois à côté des mouches. Ensuite, c'est le pied carré. Donc, plus une unité est grande, exemple 1000 pieds carrés ou 2000 pieds carrés, bien, ça vient influencer le prix. Puis ensuite, bien, plus on monte en hauteur, il y a une différence d'étage en étage. Donc, c'est ce qui vient beaucoup influencer le prix. Ensuite, bien sûr, s'il y a des stationnements intérieurs, ensuite, bien, les piscines, les salles communautaires, les gyms intérieurs et tout, bien sûr, ça influence le prix. On est dans un super beau condo présentement, construction 2013. Qu'est-ce qui est offert aux gens qui voudraient, par exemple, s'installer là, ici même dans ce condo-ci? Ce condo-ci offre une superficie de 1210 pieds carrés. On a 2 très grandes chambres. On a un espace bureau, on a salle de lavage indépendante, une grande salle de bain, puis salon-cuisine, salon à air ouverte avec une... On est en hauteur, on est au 4e étage ici, donc on a une vue sur le golfe aussi. C'est un très beau condo. Au niveau du prix, ici, on parle de quoi pour un condo de 1200 pieds carrés? On est à 364 900 $. Si on compare avec le premier, qui est un condo de 1000 pieds carrés, qui était à 197 000 $, on est plus élevé. Mais ce qui vient influencer le prix, c'est justement, bien, on a un stationnement intérieur et un stationnement extérieur ici. Le condo a 200 pieds de plus. C'est une construction en béton aussi. Okay. Donc, l'insonorisation est supérieure que les plus petites copropriétés construites en bois. C'est pour ça que le prix vient avec. Si on est à la recherche d'un condo et qu'on a finalement tombé sur une perle rare, est-ce qu'il y a place à la négociation présentement dans le marché du condominium? Dans les 15 dernières années, il y avait une très grande place à la négociation. C'est certain que des fois, il y a des vendeurs qui descendent leur prix puis que là, ils n'ont plus trop de jeux, mais déjà, le prix est bas. Mais depuis un an, avec la pandémie, là, il y a un petit peu moins de place à la négociation, mais c'est moins en demande que les maisons. Et on voit de plus en plus de ventes de condos, ce qui est très encourageant pour ceux qui essaient de vendre depuis des dizaines d'années. Quand on décide de s'installer en copropriété, évidemment, on s'installe non seulement avec notre petite famille, notre conjoint, notre conjointe, mais aussi avec tous les autres propriétaires de l'immeuble, entre guillemets. Parle-moi un peu des règlements auxquels on peut faire face quand on s'installe ici. Oui, les règlements qui sont les plus importants, ce que les gens veulent savoir avant d'acheter un condo. Le premier, c'est est-ce qu'on peut avoir un barbecue? Ah oui, c'est une chose sur laquelle il faut s'informer. Oui, surprenamment. On pense automatiquement que c'est accepté partout, mais il y a certaines copropriétés qui refusent les barbecues pour une question d'odeur et aussi pour une question d'assurance. Il ne faut pas mettre le bâtiment au feu. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux de compagnie, mais c'est pas toutes les copropriétés qui acceptent d'avoir des animaux. La majorité des copropriétés acceptent, mais il y a une limite au niveau du poids des animaux. Il y a aussi en ce moment, avec les condos Airbnb, bien, il y a des réglementations pour la location, fait qu'il y a ça qui est à vérifier. Mais sinon, bien, c'est important de s'informer et demander ces documents-là avant de faire une offre d'achat. De lire finalement les règlements de condo. Absolument.
Dans la copropriété, évidemment, quand on se lance dans l'achat de ce type d'habitation-là, il faut penser à tout plein de choses. D'ailleurs, PO nous en a parlé aujourd'hui. Hein. C'est très important de s'informer sur les frais de copropriété, ce qu'on a à faire en tant que propriétaire qui vit avec d'autres propriétaires aux alentours. Donc, évidemment, c'est très important de suivre ces conseils-là et surtout de s'informer à son agent immobilier là, dans ces cas-là. Qui est la clientèle typique du domaine de la faune? Est-ce que c'est des jeunes familles, des personnes à la retraite? C'est beaucoup des personnes à la retraite. Les gens un petit peu plus âgés cherchent des stationnements intérieurs, cherchent des condos en béton en hauteur. Je dirais que la majorité des gens qui demeurent ici, c'est des personnes âgées. C'est souvent des gens qui habitaient à Charlesbourg avant puis qui vendent leur maison pour avoir moins d'entretien puis qui veulent rester dans le secteur. Puis c'est souvent aussi des parents ou des grands-parents de des jeunes qui habitent dans la couronne nord, exemple au lac Beauport, Stoneham et tout, qui veulent être en copropriété puis se rapprocher de leurs enfants. C'est pas mal le seul endroit qui offre ça, parce que c'est des condos à Sainte-Brigitte, il y en a, mais c'est pas la même chose. C'est différent, puis on a une super belle offre ici. Construction 2013 ici, 1200 pieds carrés de surface habitable dans ce beau condo du domaine de la Faune, deuxième propriété qu'on visite aujourd'hui. On a visité une première en petite copropriété, et là, c'est le temps d'aller visiter une maison dans le secteur de Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord. Oui, absolument. Je t'amène dans Montagne-des-Roches venir voir une construction pratiquement neuve. Yes, on y va? Yes! Choisir une copropriété comme le domaine de la Faune, c'est choisir la paix d'esprit parce qu'en plus de notre aire habitable dans notre condo, on a aussi plusieurs autres avantages tels que la piscine, l'entretien des aires communs et les stationnements souterrains. Alors, Mégane, on a commencé la journée avec des condos. Oui. Et plus tôt ce matin, je te disais qu'à Charlesbourg, des forêts, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, on est dans le haut de la montagne des Roches. Puis quand j'étais tout jeune, c'était une forêt. On venait faire des feux ici à l'emplacement de la maison. On est sur la rue Christine-Tourigny. C'est une construction neuve, un cottage qui a été bâti en 2018. On a 2300 pieds carrés habitables comme maison avec un terrain de 7500 pieds carrés. Puis comme tu peux voir, c'est de toute beauté. Tout à l'heure, on parlait copropriété, hein? On parlait qu'il y avait place à la négociation dans tout ce bon monde-là. Et là, maintenant, je veux savoir, par rapport à il y a 2 ans, à quel point est-ce que le marché immobilier a augmenté? Si on avait à faire une moyenne de prix dans la région de Québec, là, je dirais que c'est 20 à 25 d'augmentation dans les 2 dernières années. C'est certain qu'il y en a des condos, c'est un petit peu moins, il y a des maisons qui sont un petit peu plus, il y a des régions que ça l'est moins, d'autres ça l'est plus. Mais si on faisait une moyenne, là, je dirais 20 à 25 d'augmentation. Dans le processus d'achat d'une maison, on rencontre énormément de professionnels, en plus de notre courtier immobilier. Parle-moi un peu de ces personnes qu'on rencontre tout au long du processus d'achat. Oui, c'est surtout dans la réalisation des conditions qu'on rencontre d'autres experts. On rencontre un expert, un inspecteur en bâtiment pour s'assurer que le bâtiment est en bon état. Ensuite, pour la demande de financement, on fait affaire avec un démarcheur hypothécaire ou un courtier hypothécaire là, qui représente plusieurs institutions financières. Ensuite, s'il y a des expertises un petit peu plus poussées, exemple qu'on voudrait vérifier un drain agricole d'une maison, on fait affaire avec des compagnies qui viennent vérifier par caméra les drains. On peut faire affaire avec des ingénieurs. Bref, il y a plusieurs experts qui peuvent nous donner un coup de main dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a été chanceux. On a eu la chance d'avoir bien de la diversité en termes de propriété. On a visité une petite copropriété pour commencer. Ensuite, on est allé dans un immeuble à condo, visiter un beau condo et finalement, on termine avec une maison unifamiliale ici même dans le secteur Montagne-des-Roches. Finalement, Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord pourrait potentiellement être un toit pour moi. Absolument. Puis, je t'invite, on va aller rencontrer un expert, Hugues Lefrançois, VRSB, un arpenteur géomètre qui va nous raconter qu'est-ce qu'il fait comme métier. On y va? Oui. Mégane, je t'en avais parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On allait rencontrer un expert. Fait que j'avais envie de terminer l'émission en parlant chinois. Certificat de localisation, oui. Arpenteur, arpentage. On sait pas c'est quoi, hein? Alors, je te présente Hugues Lefrançois. Salut PO, salut Mégane. Hey, salut, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Hugues, quand on dit justement certificat de localisation, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit quand on est un acheteur. En fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, un certificat de localisation? Bien, Mégane, le certificat de localisation, c'est un document qui est produit quand il va y avoir une vente
principalement une vente de propriété ou un refinancement. Mais ta question, précisément, c'est quoi? C'est un plan et un rapport qui sont combinés ensemble qui vont faire l'état des lieux d'une propriété. On va parler de l'état des lieux physiques et l'état aussi juridique. Donc, c'est un plan qui va venir commenter la maison, la position de la maison avec le règlement de zonage. On va spécifier s'il y a des servitudes, des empiètements, des voisins ou de la propriété chez les autres voisins. Est-ce que les vues sont conformes? Plusieurs autres facteurs comme ça, là, une liste assez longue là, qui va être énumérée là, sur un document d'une douzaine de pages avec un plan et un rapport. Pourquoi, en tant que vendeur et pourquoi, en tant qu'acheteur, est-ce qu'on doit faire finalement un certificat de localisation? Bien, c'est un peu une gestion du risque ou de savoir un examen de santé. Un certificat de localisation, on ne va pas nécessairement toujours avoir des nouvelles où on va avoir 100 de réussite. Ce qu'on veut, c'est savoir est-ce qu'il y a des problèmes ou il n'y en a pas sur la propriété. Ça va donner le pouls et aussi la réalité pour l'acheteur pour se faire conseiller par son courtier et son notaire pour dire, bien, on va être correct avec ça ou il faudrait peut-être demander qu'il y ait des modifications ou on prend une assurance titre pour venir couvrir le risque là, qui est là concernant les constats qui sont faits dans le document. Hugues, dis-moi, à quel moment dans le processus d'achat ou de vente d'une maison est-ce que l'arpenteur géomètre arrive? C'est avec le vendeur, dans le fond, quand il décide d'afficher sa maison à vendre. Nous, on a besoin de produire un nouveau certificat de localisation qui va faire l'état des lieux à jour. Normalement, on pense qu'après un délai de 10 ans, il y a un nouveau document qui est à reproduire. Mais s'il y a des changements qui ont été faits dans cette période-là, des nouvelles constructions, un agrandissement, même parfois là, juste un changement au patio ou des ajouts de clôture, ça peut être demandé. Tout ça est à valider avec votre courtier, avec un arpenteur géomètre que vous connaissez ou le notaire, vu que c'est pour un achat de maison. Lui va pouvoir donner le besoin réel si on a besoin d'en produire un nouveau ou pas. Puis la banque aussi peut avoir des conditions à remplir et ce qui va nécessiter peut-être un nouveau certificat de localisation, mais ça reste le vendeur là, qui doit le fournir. Le travail d'un arpenteur géomètre, c'est d'aller directement sur les lieux pour finalement produire un rapport qui va donner une idée visuelle de ce qu'on retrouve directement sur le terrain. Parle-moi un peu de ce qu'on retrouve finalement là, sur ce plan-là que vous allez produire. Je peux te montrer ça, il n'y a pas de problème. Donc, oui, un rapport d'une douzaine de pages, mais sur le plan, on va retrouver évidemment là, le nord, le nom de la rue, les indications du lot avec superficie et les mesures. Puis là, on va retrouver après ça tous les ouvrages qui sont présents. La maison, les mesures de la maison extérieure, l'entrée d'auto. On va mettre le revêtement aussi de la maison, l'utilisation du revêtement de l'entrée d'auto. S'il y a des éléments comme la piscine, des murets, des haies, etc., tout doit être représenté. Sur ce plan-là, on a aussi une bande de protection parce qu'il y avait un cours d'eau. Donc, c'est des éléments qui doivent être présents. On parlait de nature juridique, mais là, c'est qu'il y a une partie de terrain qui va être affectée de certaines normes où on ne pourra pas nécessairement tout faire ce qu'on veut sur la propriété. Puis souvent, on dit que le vendeur doit le faire lorsqu'on passe chez le notaire. C'est un document qui doit être fourni quand on prend possession de la maison. Mais le plus tôt on a le document, mieux c'est. Parce que si jamais il y a des problèmes au certificat de localisation, des empiètements ou des choses comme ça, bien, quand on le sait avant de passer chez le notaire, ça peut retarder la transaction ou autre. Fait que souvent, les vendeurs se disent, bien, on va le faire quand ça sera vendu, puis tout se fait à la dernière minute, mais c'est pas une bonne pratique à faire, hein, Hugues? Oui, effectivement. Ça permet aux vendeurs de poser action puis d'essayer de régler des dossiers. Mais il y a aussi que nos délais commencent à être assez importants avec le monde immobilier qui est assez actif là, dans les derniers mois. Oui. Fait que nous, ça nous a affecté aussi. Un délai usuel qui était de 3 à 4 semaines est rendu plus 8-10 semaines. Donc, il faut se prévoir d'avance qu'on met la maison en vente. Absolument. Léo et moi, on a visité plusieurs copropriétés aujourd'hui et je me posais justement la question, est-ce qu'on doit faire arpenter notre copropriété quand on habite finalement dans un immeuble à condo? La réponse, c'est oui. Par contre, c'est pas systématiquement nécessaire. Par contre, de plus en plus, quand il y a une vente d'unité privative, c'est demandé. Ce qu'on fait, par contre, c'est là, ça sera pas un levier d'arpentage standard avec un trépied ou des GPS. Ça va être un mesurage intérieur de l'espace de vie. Okay. Où là, c'est pas nécessairement un plan d'architecture ou de design d'intérieur. Ça va être vraiment la différence entre
la partie commune qui appartient à l'ensemble de la copropriété et la partie qui est l'unité où la personne vit sa propriété unique. Puis c'est ce plan-là on vient comparer l'existant avec le plan de cadastre. Absolument, puis c'est assez important. C'est quelque chose qui était pas fréquent dans les dernières années de demander un certificat de localisation de la partie privative. Mais il y a eu plusieurs problèmes. Des gens en copropriété, exemple, qui enlèvent un mur, mais qui se trouvait être un mur d'un espace commun avec la plomberie puis l'électricité qui passait, bien, ça a un impact sur le reste de la copropriété. Fait que maintenant, dans les promesses d'achat, c'est demandé pratiquement automatiquement d'avoir un certificat de localisation de la partie privative. Hugues, maintenant que je sais c'est quoi un certificat de localisation, dis-moi, qu'est-ce que vous offrez d'autre en tant qu'arpenteur géomètre? L'arpenteur géomètre, c'est l'expert des limites. Donc, dès qu'on a besoin de travailler sur nos limites, mettre un ouvrage, une nouvelle clôture, une nouvelle haie, un muret, une nouvelle piscine, un agrandissement de maison, l'arpenteur géomètre devient une personne que vous devez contacter là, pour le projet. C'est sûr que c'est pas nécessaire à tout coup. Puis il y a d'autres documents aussi, si jamais vous voulez acheter du terrain, séparer des terrains en deux ou en vendre à une partie à un voisin, bien, on peut intervenir aussi dans ces dossiers-là. Merci Hugues pour tes judicieux conseils et surtout pour tes infos sur le métier d'arpenteur géomètre et surtout sur le certificat de localisation. Ça nous permet d'en connaître davantage sur le monde de l'immobilier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ainsi que se termine cette journée du côté de la municipalité de Notre-Dame-des-Laurentides et Charles-Bournard. On en a vu des belles propriétés. D'ailleurs, on a eu la chance de visiter des copropriétés ainsi qu'une maison unifamiliale. Et c'est ainsi que ça se termine. On vous invite à être à l'écoute de la prochaine émission parce que moi et PO, on découvre avec vous, évidemment, Stoneham.